Bien, je suis donc là pour partager avec vous une réflexion sur ce qu'accompagner veut dire, et précisément au sens de qu'est-ce que ça veut, à quel monde je participe, dans quoi je suis pris, lorsque j'accepte d'exercer cette fonction d'accompagnement. Donc on se trouve dans un contexte avec des nouvelles problématiques sociales, et ces nouvelles problématiques sociales, je vais m'y attarder longuement, ce sont celles qui se traduisent par une injonction qui pèse sur chacun d'entre nous, quelle que soit notre place, une injonction à être autonome et responsable, porteur de projets, etc., etc. Et qui va aboutir à des pratiques professionnelles qui sont autonomisantes ou individualisantes, avec qui répondent en fait à la fois à une exigence et en même temps à une injonction à devoir être autonome. Donc l'autonomie apparaît comme une nouvelle norme d'intégration. On ne peut plus enseigner à des adultes comme on le faisait à des enfants ou des adolescents. Et donc on s'adresse à des personnes qui ont une expérience, qui ont une histoire. Et donc le fait d'avoir une expérience, et en tout cas de devoir construire cette expérience, cela sollicite la réflexivité et l'analyse réflexive. Et c'est dans ce contexte-là que l'on va voir également le recours à l'accompagnement. Les formateurs doivent changer leur manière de faire logiquement, à partir du moment où ils s'adressent à des adultes. Cette individualisation des parcours, des compétences et des trajectoires va reposer sur un nouveau savoir, qui est le savoir narratif, c'est-à-dire que toute personne que l'on va accompagner va devoir développer la mise en récit ou la description, la mise en mots ou la mise en récit de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc là, il y a encore une nouvelle compétence à acquérir pour les formateurs, ce qui est celle d'écouter, de savoir créer les conditions pour cette mise en récit, mais également une nouvelle injonction à savoir se dire pour toute personne qui devrait pouvoir être accompagnée. Comment on est passé de la commande à la pratique? Parce que si les formateurs peuvent accompagner, si tous ces professionnels dont on a cité dans tous les secteurs tout à l'heure peuvent accompagner, c'est bien qu'ils sont dans des institutions qui ont pour mission d'accompagner. Et si ces institutions ont pour mission d'accompagner, c'est qu'il y a des orientations sociales ou politiques qui le permettent. Donc on est dans un contexte où l'accompagnement est une commande sociale. Et ça se vérifie à partir du moment où il y a création de dispositifs. Parce que si les dispositifs n'étaient pas créés, avec tous les financements et toutes les conditions qui vont avec, nous ne pourrions pas accompagner. Quand vous écoutez les informations, si vous êtes attentif, vous verrez le nombre de fois qu'on déplore qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement, ou qu'on souhaite que les personnes soient accompagnées. À la limite, on vous dit, vous serez tous licenciés, mais vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Les enjeux donc de la pratique d'accompagnement, puisque je suis en train de parler de la pratique d'accompagnement, ça va être de transformer une commande sociale massive en pratique professionnelle, c'est-à-dire construite collectivement. On ne peut pas participer à l'accompagnement en disant « moi, l'accompagnement, voilà, pour moi, c'est ça ». À partir du moment où c'est une pratique, ça doit se construire collectivement. Dans tous les lieux où ça se pratique, ça doit se réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on dit, qu'on fait au juste quand on dit qu'on accompagne? On va dire tout de suite que accompagner, ça n'a pas absolument rien à voir avec résoudre ou solutionner. L'accompagnateur n'est pas là pour apporter une solution. On solutionne des robinets, on trouve des solutions pour des robinets qui fuient, des ordinateurs, quelquefois nous. Voilà. Mais l'être humain ne peut pas se solutionner. Il n'y a pas de solution à l'être humain, on ne peut pas résoudre non plus. C'est pas le travail à engager à travers l'accompagnement, ça ne sera pas de cet ordre-là. Donc, lorsqu'on accompagne, on ne peut pas trouver une solution à la situation qu'un autre vit. Donc, ça c'est pour insister sur le fait que lorsqu'une institution se dote d'une posture d'accompagnement, d'une fonction d'accompagnement, qu'elle attribue cette fonction d'accompagnement aux professionnels, eh bien, l'institution elle-même doit être questionnée sur le cadre qu'elle offre pour que le travail se fasse. C'est-à-dire que la nouvelle alliance entre accompagnant et accompagné va supposer, pour les professionnels,
de se départir de la position d'expert au sens de, j'y reviendrai, de celui qui sait pour l'autre, à la place de l'autre. Il a un autre rôle à jouer. Donc il y a une posture, une manière d'être, une manière de se tenir en relation à un autre qui va déclencher cette possibilité. Alors au fondement de l'accompagnement, puisque l'accompagnement n'appartient pas exclusivement au domaine professionnel, au fondement de l'accompagnement, il y a une posture anthropologique, c'est-à-dire qui est celle de l'accueil et de la présence à l'autre. Savoir accueillir, je le répète à chaque fois, accueillir dans le dictionnaire, c'est marqué accompagner l'arrivée de quelqu'un. Voilà. Donc c'est le premier geste de l'accompagnement. Voilà. Accueillir l'autre tel qu'il est. Présence à cet autre tel qu'il est. Absence totale de jugement. Autant dire qu'il y a un travail à faire pour rattraper ceux qui partent trop vite. Savoir se tenir dans la proximité de l'autre en évitant soit qu'il agresse, soit qu'il fuit, soit qu'il soit tétanisé. 3 attitudes de base qu'on partage avec le règne animal. Donc, se tenir dans la proximité d'un autre, c'est déjà s'élever au-dessus de ces 3 tendances. Voilà. Et être attentif à cet autre. Non pas « que me veut-il », mais « que veut-il » ? Que désire-t-il ? Ce qui va supposer que j'accepte de baisser la garde. Baisser la garde, puisque en fait, à partir du moment où je baisse la garde, il y aura une proposition, je dis bien une proposition d'ouverture et de mise en confiance. Proposition d'écoute et de réciprocité dans l'écoute. Et une posture qui va m'amener à pouvoir recueillir, le moment venu, ce que la personne a à dire. Voilà, voilà le chemin de cette première attitude, accueillir jusqu'à recueillir. Tout ça, jusqu'à maintenant, s'est passé dans uniquement la présence, j'ai envie de dire, physique, corporelle à un autre. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est le être avec et aller vers. Dit autrement, c'est la mise en relation et la mise en chemin. En m'appuyant sur une petite phrase que j'aime beaucoup, une formule de Bernard Honoré, de la mise en relation dépend la mise en chemin. Quand on ne chemine plus, quand on n'avance plus, c'est que dans la relation, il y a quelque chose qui ne va plus. Perte de confiance, par exemple. C'est la personne elle-même qui dit quelque chose de la situation qu'elle vit, qu'elle ressent, qu'elle perçoit, qu'elle pense, etc. À cette occasion-là, c'est un travail de nomination. Elle nomme, elle met des mots sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui est toujours confus tant qu'on ne l'a pas mis en mots. Ensuite, il y a un travail d'interaction qui passe par de la clarification et l'explicitation. Clarification, tu m'as pas tout dit, là je comprends pas, c'était avec qui, c'était quand, ça durait combien de temps. Voilà. Si je veux comprendre de quoi tu parles, j'ai besoin de poser des questions. Et un travail d'explicitation. Mais quand tu me dis ça, tu dis quoi? Voilà. Hein, ce fameux travail d'explicitation qui a été largement développé par Pierre Vermersch. Et qui amène à la problématisation. Bon, maintenant, je comprends de quoi tu veux parler. Quel est le problème de cette situation? Qu'est-ce qui te travaille dans cette situation? Qu'est-ce qui t'interpelle? Voilà. C'est pas moi qui vais dire oh là là, après ce genre de situation, voilà. Non, non. Ce que je peux dire aussi, c'est que la première partie mise en mots de la situation, elle s'appuie largement sur les fameuses techniques d'écoute active de Carl Rogers, qui vont en fait être utiles tout le temps. Mais pour cette première partie, ce sont ces techniques-là qui sont bien utiles. Alors que dans la deuxième question, aux techniques d'écoute active, on va rajouter les techniques d'explicitation de Carl Vermersch, qui vont nous permettre d'être pertinents. Et pour la problématisation, aux 2 autres techniques, on va rajouter les techniques de problématisation. Là, je vous renvoie aux travaux, entre autres, de Michel Fabre. Hein. Dit simplement, mais je ne voudrais pas que ça soit réducteur, ce sont des techniques de questionnement. Des techniques de questionnement, non pas, je ne questionne pas pour que la personne me donne des réponses. Je questionne pour produire du questionnement. On peut dire aussi qu'accompagner la pratique d'être avec et agir, être avec et agir vers, voilà, repose sur 4 axes. L'axe de la relation, être avec, que j'illustre très souvent avec le propos de Heidegger.
qui dit que deux pierres qui, à la faveur d'un éboulis, se retrouvent l'une à côté de l'autre, ne peuvent pas être dites l'une avec l'autre. Seul l'homme peut être dit avec l'homme. Le deuxième axe, c'est tout ce qui aboutit après le avec, c'est tout ce qui va être construit par le co-construction, co-évaluation. Peut-être faudrait que je fasse une parenthèse sur le je reviendrai tout à l'heure à la co-évaluation. Le troisième axe, c'est, j'ai largement insisté là-dessus, partir toujours de la situation présente, vécue, décrite, réfléchie, conscientisée. Il y a tout un travail à faire sur cette relation présente. C'est pas le projet que je construis. C'est là qu'il vit quoi, voilà. Et le travail de la problématisation. Alors, je refais une parenthèse sur la co-évaluation. Quand j'ai commencé ma thèse, pour moi, évaluation et accompagnement, c'était franchement incompatible. Et puis, en réfléchissant, je me suis aperçue que c'était pas n'importe quel type d'évaluation qui pouvait correspondre au travail d'accompagnement. Et puis, un peu plus tard, je me suis dit, en fait, accompagnement, c'est EST, évaluer. C'est-à-dire, au sens premier du terme, savoir faire émerger les valeurs qui sont présentes dans une situation. Je vais pouvoir conclure. Non, c'était bon. Conclure avec vous. Si accompagner, c'est valoriser, soutenir et protéger, mais non assister. Si c'est tenir avec, être présent, mais non penser, dire et faire à la place de l'autre. Si c'est conseiller, guider, orienter, mais surtout le questionner sur ce qu'il dit et non lui imposer une direction, alors on pourrait dire que accompagner, c'est contribuer, à travers une pratique dialogique et réflexive, à inscrire autrui dans une réalité qui soit existentiellement et socialement viable pour lui et désirable par lui. Très souvent, le travail consiste à rendre plus respirable la situation dans laquelle la personne est. Je veux dire aussi que si l'accompagnement désigne un dispositif relationnel qui vise, à travers un échange et un questionnement sur une situation vécue, la compréhension par la personne de sa situation et des perspectives qu'elle recèle, alors l'accompagnement suppose une posture éthique. La posture éthique, c'est qu'est-ce que je dis que je fais au juste quand je dis que j'accompagne ? Voilà. Dans quoi je suis pris ? Pour quel monde je travaille ? Pour qui je me prends ? Pour qui je prends l'autre ? Quel type de relation on instaure ? Et donc cette question qui est le titre d'un ouvrage de Myriam Revaud-Dallon, dans ce travail-là, qu'est-ce qu'un homme fait à un autre homme, un être humain à un autre être humain ? Voilà. Ce qui, évidemment, implique constamment, il n'y a pas de posture éthique sans questionnement sur soi, sur ce que je fais, sur ce que je dis, ce que je fais, et qui suppose à la suite que les professionnels qui sont accompagnants puissent être à leur tour, avoir un espace pour être accompagnés. Parce que ça ne se fait pas tout seul, ce genre de travail. Une fois de plus, il faut un autre pour que je puisse dire, m'entendre dire, etc., etc. On recommence. Hein, voilà. Voilà. Je vous remercie pour ce premier échange.